Voilà. Dans les mains, là, j'ai une petite chèvre, il en reste moins de 800. Qu'est-ce qu'on fait? On la laisse disparaître? On la laisse pas disparaître? Je ne me voyais pas laisser disparaître des petites races comme ça. Regarde la beauté de cette petite... Oui. Allez. Allez, viens. Les races que tu as ici sont toutes des races françaises à petit effectif. Tu as devant toi le bouc des fossés, race chèvre des fossés, des robes très différentes. Tu en as ici une centaine. Tu as des vaches qui s'appellent les bretonnes pie noires, les bretonnes pie bleues, qui sont des races vraiment à petit effectif. La bretonne pie noire, c'est quelques milliers de bêtes seulement, et la bretonne pie bleue, c'est quelques dizaines d'individus seulement. On parle de 14 bêtes qui restent actuellement. Et puis une très jolie race froment du Léon, c'est cette vache un petit peu rouge là, qui malheureusement ne donne pas assez de lait et qui a été abandonnée à cause de ça. Alors certains éleveurs sont en train de la relancer, et c'est un beurre d'une qualité remarquable, au goût de noisette et à la couleur jaune d'or. Allez, allez. Allez. Allez, allez. Allez. Au départ, j'ai voulu travailler avec les races d'Île-de-France, elles ont toutes disparu. La gâtinaise, qui était une vache qu'on trouvait en Île-de-France, a disparu. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une autre race qui était présente en Île-de-France. J'ai retrouvé ça sur les vieilles cartes postales et on voyait toujours des petites bretonnes pie noires qui étaient dans cette région-là. Et puis il y avait la chèvre des fossés, qui s'appelait à l'époque la chèvre commune, qui est originaire de Bretagne et de Normandie et qui venait jusqu'en Île-de-France. J'ai été rechercher une race qui me semblait la plus adaptée à ma région. Ce qui m'intéresse, c'est cette biodiversité. Elle est en train de disparaître à une vitesse grand V. Toutes ces races sont essentielles et c'est un réservoir génétique formidable pour les jeunes générations. Ce n'est pas des races d'hier, ce sont des races de demain. Parce qu'elles ont une richesse et un patrimoine génétique que les races industrielles n'ont pas. Et je pense qu'elles leur survivront largement. Elle en a combien? 3. Wow, c'est rare en plus. Regardez. Hier soir, il n'y avait rien. Ça fait 20 ans que je fais ça et j'ai toujours autant de plaisir à voir les naissances et ça me fascine toujours autant. Ça te permet de voir la vie toujours avec un œil d'enfant. Ils sont vivaces, hein, ils sont beaux. Hein. D'être toujours dans le rêve, toujours à découvrir les choses. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ça, c'est le dessert. Je sélectionne
sur la gentillesse des bêtes et leur comportement. Tiens Kaline, hop là. C'est important, comme je les manipule en éco-pâturage et que je les emmène dans des endroits qui sont urbains. Ici, tu es à 25 km de Paris. Toutes les bêtes que tu vois là vont toutes partir en Île-de-France, que ce soit à Paris, à Montreuil, à Aulnay-sous-Bois, à Montrouge, etc. Il me faut des bêtes qui soient particulièrement dociles et qui soient jolies esthétiquement. Et c'est vrai que c'est des bêtes qui sont très belles. De jolis cornages, des robes de couleurs très différentes. Tu en as des petites, tu en as des grandes, tu en as des jaunes, tu en as des noirs, tu en as des bleus. Et c'est quelque chose d'important. Allez, allez. Allez là, allez grande. Début du printemps. Les unes après les autres, les bêtes quittent la ferme pour rejoindre leur nouvelle pâture. Vaches, chèvres, moutons entretiennent les espaces verts de mairies, de départements, d'entreprises privées ou même de grandes écoles comme Polytechnique. La ferme s'étend ainsi aux 4 coins de l'Île-de-France. Vas-y, 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 vas-y. Ah stop, laisse. Si je me réfère en agriculture traditionnelle, je suis un pauvre agriculteur, je n'ai que 4 hectares et demi, ce qui ne me permet pas de vivre, bien évidemment. En fait, je n'ai pas 4 hectares et demi, j'ai 157 hectares, des surfaces qui me permettent largement d'utiliser et d'exploiter les animaux pour l'éco-pâturage. Allez Kaline, maintenant c'est bon. Allez, on monte. Allez Kaline. Allez Kaline, sois sympa. Allez, allez, allez grande. Ah, mais c'est pas vrai. Allez. Tu sais monter. Non, deux chiens. Non. Pose grande, c'est bien. Voilà. Stop. Ah. Bouge pas, non, bouge pas. C'est pas vrai celle-là, hein. Bouge pas, c'est grand, c'est bien. Ah, attends. Doucement. Oh, arrête Kaline. Mais c'est pas dur. Mais alors. Aujourd'hui, direction le parc du Saussé, en Seine-Saint-Denis. Oui, bonjour. Bonjour, je vous dérange. Non, je vous en prie, je suis sur le périphérique là, mais ça va. Parfois, t'as pas envie d'être élevé en montagne? Les montagnes, elles sont là. On a nos montagnes, des buildings. C'est une région, j'y suis né, je la connais bien. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Les clients sont à proximité, j'aurais peu de clients si j'étais en Haute-Savoie, c'est une évidence. L'agriculture urbaine, c'est l'avenir demain, parce qu'on aura besoin de retrouver ce côté nature en pleine ville. Plus ça ira, plus les hommes vont vivre en ville. Et c'est à la campagne de se déplacer. Ils n'ont pas mis la batterie. Ouah, si, ça réveille. Ouais. Allez, Roise. Très bien. Ouais, très bien. On fait connaissance aujourd'hui là. Ah, elles sont belles, hein. Elles sont toujours super belles ces vaches. Un vrai plaisir. Et puis c'est assez incroyable de voir la relation qu'on a, enfin qu'on obtient avec le public aussi. On a des gens qui passent tous les jours en balade là et qui systématiquement passent par les pâtures pour voir les animaux. Donc ils les connaissent bien, hein. Pour eux c'est leur vache. Et c'est intéressant parce que je pense qu'il y a une autre relation du coup avec le parc. C'est des gens qui deviennent hyper attentifs à l'environnement du parc et qui sont plus susceptibles de nous faire des remarques aussi sur l'entretien de manière générale ou sur des choses qu'ils ont pu remarquer qui leur paraissent anormales ou voilà. Donc ça c'est intéressant. Ouais. Stop, Stop, Stop,
Ouais, allez, sauve-toi. L'intérêt de mettre les animaux sur ce milieu, c'est que d'une part, alors on va réduire les coûts d'entretien, on réduit aussi le bilan carbone, hein, puisqu'on n'emploie plus de machines qui utilisent du carburant. Ça, c'est super avantageux. L'intérêt aussi, c'est d'avoir à terme une pâture liée à la présence des animaux et d'un pâturage régulier. Petit à petit, la flore va se diversifier, va s'exprimer et on aura quelque chose d'intéressant d'un point de vue biodiversité. Écomusée du Pays de Rennes, un lieu de référence pour la sauvegarde des races bretonnes menacées de disparition, chevaux, vaches, poules, cochons, moutons, chèvres. Ici sont conservés les animaux d'élevage traditionnels. Il n'y a pas le droit d'appeler un cochon Napoléon, mais du coup un bouc, il y avait le droit d'appeler un bouc Napoléon. Mais c'est toujours, il paraît que c'est toujours dans le code. Ouais, ouais. On retrouve Alain dans les allées de l'écomusée. Ici, il est un peu chez lui, comme tous les éleveurs travaillant avec les races locales menacées d'abandon. Regarde ce taureau-là. Un cuir fin, regarde des aplombs magnifiques. Et il peut être qu'améliorateur pour la race. On travaille tous dans le même sens. On a une passion commune qui est la préservation des races à petit effectif, en voie de disparition. Et cette passion commune nous emmène tout naturellement à aller vers de beaux projets. Ce n'est pas juste un projet individuel. Ça, j'insiste sur cette approche. C'est un projet collectif. Ça nous permet d'échanger des animaux, ça nous permet d'éviter la consanguinité, ça nous permet d'échanger nos expériences tous les uns les autres dans des régions différentes. Pour l'instant, je saillais avec le taureau bleu. Et ça me sort un truc tout noir. Oui. Oui, c'est normal. Oui. Tout noir, comme un camargue. Voilà. Ce que l'on voit ici, c'est ce groupe de passionnés et chacun amène sa pierre à l'édifice. Regarde, tu peux les regarder par là. Exemple de coopération particulièrement réussie, la chèvre des fossés. En toison, elle n'est pas aussi développée que la précédente, c'est clair. Elle est plutôt comme la première à 8. Une centaine d'éleveurs fait vivre aujourd'hui cette espèce originaire de Bretagne et de Normandie. Il y a 20 ans pourtant, elle était quasiment éteinte. Jean-Paul Sillard est l'un des grands Manitou qui a fait en sorte de lui redonner un avenir. Allez, venez! Allez, venez! La sauvegarde de la chèvre des fossés a commencé à l'écomusée ici il y a 20 ans. On a battu la campagne pour retrouver les derniers spécimens. On a trouvé 2-3 sujets intéressants. Et à partir de ces 3 individus, on a monté un troupeau pépinière conservatoire. Mais après, il faut trouver une utilité à ces animaux. Il ne faut pas que ces animaux restent dans le domaine de la collection. Le domaine de la collection, ça peut être dangereux. Donc systématiquement, il faut un débouché économique pour augmenter les effectifs. Depuis, certains éleveurs se sont lancés dans la fabrication du fromage de chèvre des fossés. D'autres, comme Alain, ont développé l'éco-pâturage. Les plus vieilles ont 11 ans, là. Vous voyez, elle est toujours là, elle a 11 ans. Bon, qu'est-ce que tu penses de notre troupeau, Alain? Eh bien écoute, moi je trouve qu'il a pris en taille et tu as gardé le poil. Alain, il a été précurseur dans le développement de l'éco-pâturage en France et son modèle actuellement est recopié un peu partout. Si cette technique prend plus grande dimension, c'est effectivement grâce à lui, quoi. Hop, allez, ils ont bien travaillé. Ouais. C'est la vieille, elle a 11 ans, ouais. Je vais vous parler ce soir je dirais pas de mon métier, mais de mes passions, et notamment vous parler ce soir de l'éco-pâturage urbain. Je dois être un des seuls éleveurs exploitants agricoles qui habitent à moins de 20 km de Paris. Les oiseaux que vous avez derrière moi,
Ce sont des oiseaux qui sont revenus grâce à la présence des animaux. Je pense que si tu es seul acteur et que les gens ne sont pas sensibles à toutes ces choses-là, tu ne peux pas avancer. Donc tu es obligé de pouvoir expliquer ce que tu fais pour être compris. Si tu ne prends pas le temps, si tu ne communiques pas aujourd'hui sur ces choses-là, je ne pense pas que tu puisses avancer. Il faut que tu t'appuies sur des gens comme ça qui vont être le relais de tes idées auprès d'autres. C'est pour ça que je fais ce genre de conférence. Merci, c'était passionnant. Oui, Merci bon, bah, tant mieux, ça fait plaisir. Bonsoir, merci encore. Salut. En fait, je suis de l'association Noé. Oui. Mi-septembre, c'est le moment de calme et de pause. C'est ce qui m'a permis de nettoyer. Derrière moi, on a la stabulation, hein, l'étable. Le fumier a été stocké et va partir en décomposition pour faire du terreau, du compost. Les bêtes vont revenir dans un mois et demi. On sera fin octobre, début novembre. Au préalable, j'ai récolté 80 tonnes de foin qui vont permettre de nourrir les animaux. Donc là, c'est le petit moment calme dans la ferme où tout est vide. Alors là, c'est dommage, mais il y a un parfum extraordinaire. Je souhaite à tout le monde de connaître ce parfum-là. C'est quelque chose, pour moi, c'est des souvenirs d'enfance. C'est quand même une odeur enivrante et qui rassure, et moi qui m'apaise. Ça prend du volume, mais c'est mon Prozac. Mais il faut avoir la place pour le stocker. J'ai de l'ordre de 30 à 35 hectares de terre sur lequel je fais les foins. C'est pas compliqué, ce sont des délaissés communaux pour les 3/4 ou des délaissés de particuliers. Ces gens-là passaient initialement le broyeur, ça leur coûtait de l'argent. Moi je vais sur ces sites, j'ai un foin d'une qualité remarquable en termes de biodiversité floristique. Oui, il y a l'éco-pâturage, mais derrière tout ça, c'est de savoir, outre l'utilité de la préservation des races en voie de disparition, l'intérêt en termes de biodiversité, en termes d'éco-paysage et d'agroécologie. Et le petit exemple que je voudrais te montrer là maintenant, c'est quelque chose d'extrêmement simple. C'est un tas de gravats sur lequel j'ai mis une dizaine de centimètres de fumier décomposé. Ce fumier décomposé, il a été mycorhizé. Il se trouve être sous la paille. Voilà. Regarde, rien que là, cette vie du sol qui apparaît, les lombrics, les vers de terre. On a toute cette faune et cette flore du sol qui est primordiale. Tout l'intérêt de ce système, c'est qu'on est capable, sur une terre complètement stérile, a priori des gravats de béton, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose d'extraordinaire, de montrer un retour de biodiversité. Toutes ces plantes-là sont toutes complémentaires les unes par rapport aux autres et vont apporter en termes de nourriture pour les insectes le nectar, le pollen sur un tout petit site. Hein, c'est quelque chose qui fait une vingtaine de mètres sur 5 mètres de large. On est capable de voir le flambé, on est capable de voir le citron, on est capable de voir le pan du jour. Tout ça, ce sont des papillons qui malheureusement sont en train de disparaître en Île-de-France. Tiens, là, regarde-le. C'est assez géant ça. Attends. Oh mince, où est-ce qu'il est parti? Je ne sais pas où il est parti. Bon. C'est insignifiant ça. Mais tu ne peux pas savoir le bonheur que ça peut procurer. C'est extraordinaire. Il n'y en avait plus du tout. Hein? Et bon là, voilà, ça c'est un jeune de l'année. Hein, il a quoi? Quelques semaines. Et il est de nouveau présent sur le site grâce aux petites mouches, hein, tous des petits insectes qui vont être complètement liés avec la vie des animaux qui sont ici. Je me suis rendu compte que les lézards pondaient dans le fumier, dis donc. Il devait y avoir de la chaleur, je ne sais pas, ça devait faire quelque chose en termes d'incubation. Depuis que je laisse mon fumier un petit peu plus longtemps dans les stabulations, j'ai ces petits lézards des murailles qui se reproduisent. J'ai les oiseaux qui viennent manger les insectes. La présence de ces oiseaux a fait revenir un couple de faucons cresserelles. Donc il y a toute cette logique à partir de cet éco-pâturage, de système d'agroécologie, de retour de biodiversité qui se fait.
celle-là. Superbe adulte. J'aurais voulu te montrer des menthes religieuses, mais il y a un tel mimétisme. Ouais. Puis c'est... Ça, c'est directement lié à la présence des bêtes. Elles laissent des refus, ça fait des petits endroits où l'herbe est un peu plus haute. Et ces petits criquets vont pondre leurs œufs et puis vont pouvoir se nourrir de ces petites zones qui ne sont pas tondues. Là, je veux t'emmener dans un autre endroit qui fait là aussi ma fierté. C'est de travailler toujours dans cette idée d'absence de sol, de reconquête des sols, et d'être capable de faire du maraîchage sans arrosage, juste avec la vie du sol, en travaillant sur la mycorhisation de sol et sur la protection des sols. Je t'emmène dans des tomates, des espèces anciennes, de la cornue des Andes, de la rose de Berne, tu as de l'ananas, tu as de la jaune, et toutes ces tomates, encore une fois, sont conduites sans une goutte d'eau, sans produit de traitement et sont toutes en pleine forme. C'est tout simple, hein, le principe, c'est que mes pieds sont plantés très profonds, à 15-20 cm de profondeur, et ensuite je joue juste sur la mycorhisation et sur toute la vie de mon sol. Cet endroit-là avait été décapé, la terre végétale avait été enlevée, et donc je travaille mes pieds de tomates sans un seul gramme de terre végétale. Et voilà le résultat. Il y a plus de 50 pieds de tomates ici, qui donnent à profusion. Comment t'expliques ça? T'es d'accord avec moi? C'est pas du baratin. Essayer de montrer qu'il y a d'autres chemins, c'est un plaisir énorme pour moi. Non seulement j'ai pu élever ma famille, mais il y a des ouvrages qui sont sortis. Nature Paris m'a demandé de participer à un ouvrage collectif sur l'agriculture urbaine. Et ça, il y a 20 ans que je le pense, que je le réfléchis, et je me dis que c'est un des chemins. L'extrême plaisir, c'est surtout de pouvoir regarder les petits bouts de choux qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans dans les yeux et pouvoir leur dire, tu vois, j'aurais fait ma part.